qui est un cours beaucoup plus simple. C'est un cours beaucoup plus simple, vous allez voir, qui va durer à peu près 1 heure. Donc, ce n'est pas un cours très difficile. Même les questions en concours, elles sont vraiment pas compliquées. Elles sont même simples. J'ai mis des questions à la fin du diapo, comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner. On va les faire après. Et vous allez voir que vraiment, si vous écoutez bien normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir répondre aux questions d'anal sans problème. Donc, on va commencer. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, à me demander de répéter ou de réexpliquer s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Là, donc, on va voir le cours sur l'appareil respiratoire. On va voir du coup que cet appareil respiratoire, il est composé d'un système tubulaire, donc de voies aériennes qui permettent de véhiculer l'air, inspirer et expirer. On va voir également l'appareil alvéolaire, donc composé des alvéoles pulmonaires. Et ensuite, on va voir les muscles essentiels de la respiration, notamment le diaphragme. Je vous le dis, qui est le muscle essentiel de la respiration, qui est le muscle inspirateur principal. Donc ça, c'est important déjà à retenir. On va tout détailler après. Alors, je vais juste... Vous voyez mon diapo ou pas, hein? Oui. Ok. Alors. Donc, l'appareil respiratoire, c'est quoi? C'est l'ensemble des organes qui permettent les échanges gazeux entre le milieu extérieur et le sang. Et ces échanges, ils ont lieu donc dans les alvéoles pulmonaires, où les courants gazeux arrivent lors de l'inspiration, d'accord, et repartent par l'expiration sous l'action, on a dit, des muscles ventilatoires, qu'on va voir après. Alors, la respiration, c'est l'addition de 2 mécanismes différents qui sont complémentaires. La ventilation, donc on a dit, l'inspiration et l'expiration, donc l'inspiration quand on inspire de l'air, et l'expiration quand on rejette cet air. Donc, 2 mécanismes qui sont complémentaires, la ventilation et l'hématose. Dans les alvéoles pulmonaires, l'hématose, c'est quoi? C'est l'oxygénation du sang, d'accord, et le rejet du CO2. Donc, tout cela nécessite une circulation pulmonaire. Normalement, vous êtes censé avoir révisé un petit peu le cours sur l'appareil circulatoire. Donc là, ce qui est important dans ce cours, c'est la circulation pulmonaire, la petite circulation. Je vous rappelle qu'on a... Bon, j'ai mis un schéma plus loin. Bon, je vous spoil un peu le cours, mais j'avais mis un schéma un peu plus loin sur la circulation. Voilà, donc on a une petite circulation. D'accord, je vais mettre le pointeur. On a une petite circulation, la circulation pulmonaire, d'accord, et la grande circulation, la circulation systémique. Donc en fait, c'est au niveau de la circulation pulmonaire qu'on va voir les échanges gazeux. Donc à ce niveau-là, au niveau des poumons, le sang qui va, en fait, si on se place ici par exemple, au niveau de l'oreillette droite, cette oreillette droite, elle va recevoir par le biais de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, elle va recevoir le sang qui est désoxygéné, qui est sale, qui est pauvre en oxygène. Donc ce sang, il arrive, c'est des petits rappels normaux, vous l'avez vu, mais pour être sûr que tout le monde est OK avec ça, le sang qui est désoxygéné, il arrive dans l'oreillette droite, puis il va passer dans le ventricule droit par le biais de la valve tricuspide. Bon, ça, c'est pas très important, mais voilà. Donc, ce sang, il arrive dans le ventricule droit. Donc, c'est le sang qui est sale, je rappelle, qui est pauvre en oxygène, qui est désoxygéné, qui est rempli de CO2. Ensuite, ce sang, il va être propulsé par le biais de l'artère pulmonaire. D'accord? Donc, l'artère pulmonaire, elle véhicule le sang sale. Le sang sale, il est en bleu, hein. Le sang sale, le sang qui est pauvre en oxygène, on le représente en bleu. Le sang qui est riche en oxygène, on le représente en rouge. Le sang qui est pauvre en oxygène, il va aller par le biais de l'artère pulmonaire, il va arriver au poumon, d'accord? Et au niveau des alvéoles, ce sang qui est pauvre en dioxygène, par le biais de l'inspiration, donc quand on inspire, on va inhaler du dioxygène qui va passer dans l'alvéole, d'accord? Le dioxygène va passer dans les capillaires sanguins, d'accord? Donc on va charger le sang en dioxygène grâce à l'inspiration. Et lorsqu'on va expirer, lorsqu'on va souffler tout cet air, on va libérer le sang du CO2. Donc, grâce à la respiration, on va charger le sang en dioxygène et on va relarguer le CO2. D'accord? Donc, le sang qui était sale à ce niveau-là, il arrive dans l'alvéole
il se charge en dioxygène. Donc là, il est enrichi en dioxygène. D'accord? Et ensuite, il va rejoindre par le biais des veines pulmonaires, des quatre veines pulmonaires, il va aller dans l'oreillette gauche. Donc là, c'est du sang qui est riche en oxygène. Il va passer dans l'oreillette gauche. Ensuite, dans le ventricule gauche. Et enfin, quand le cœur va se contracter, il va éjecter tout ce sang qui est riche en oxygène pour l'ensemble des organes et donc pour tous les organes qui ont besoin d'être oxygénés. Donc pratiquement tous. Voilà. Donc j'espère que c'est clair cette histoire. Donc le rôle du poumon, donc par le biais de l'hématose, c'est bien d'oxygéner le sang et de libérer le CO2. Donc on va revenir où on était au début. Ok. Donc on a dit que la circulation pulmonaire, elle nécessitait un système tubulaire aérifère, donc les voies aériennes, d'accord? Donc c'est ça, les voies aériennes, ce qui permet de véhiculer l'air, d'accord? Voie aérienne, voie respiratoire, c'est la même chose. Ensuite, on a un système, on verra le système alvéolaire, donc composé des alvéoles pulmonaires. On vient de voir un petit peu leur rôle. Et enfin, les muscles ventilatoires, notamment le diaphragme, qui est le muscle inspirateur principal. Donc, pour les voies respiratoires, on a de haut en bas la cavité nasale, d'accord? La cavité nasale, le pharynx à ce niveau-là. Bon, on va bien détailler le pharynx après, vous inquiétez pas, les 3 étages du pharynx, on va tout voir. Donc, le pharynx à ce niveau-là, qui se continue avec le larynx, ça c'est le larynx. Ensuite, on a l'arbre trachéobronchique, donc là, vous avez la trachée, d'accord? Donc, je récapitule, cavité nasale, pharynx, larynx, qui se continue avec la trachée, d'accord? La trachée ici, au niveau de T5, au niveau de la 5e vertèbre thoracique, elle va se diviser en 2 bronches souches, droite et gauche, d'accord? Qui va ensuite se diviser en bronches lobaires, segmentaires, etc., pour arriver à la fin aux alvéoles. Donc ça, c'est nos voies respiratoires. Cavité nasale, pharynx, en dessous du pharynx, le larynx, et enfin l'arbre trachéobronchique. Alors, donc on a dit ces voies respiratoires, elles transportent l'air inspiré et l'air expiré. Et en fait, on va voir que ces voies respiratoires, elles ont des caractéristiques communes. Notamment, elles doivent rester en permanence ouvertes, forcément. Si elles se ferment, on ne respire plus. Donc, il faut que l'air soit, faut que tout ce conduit soit en permanence perméable à l'air. Donc, on vous dit, ce sont des conduits perméables à l'air et rigidifiés avec un squelette qui assure la béance, donc l'ouverture de leur lumière. Donc, il faut que ce squelette soit, enfin, cet ensemble aérifère soit en permanence ouvert. Donc, pour assurer la rigidité et la béance de cet appareil respiratoire, on a un squelette osseux nasal, d'accord, un squelette osseux pharyngé, des cartilages ici qu'on va détailler après, les cartilages laryngés, les cartilages trachéaux, parce qu'en fait, la trachée, c'est quoi? Vous le voyez un petit peu, c'est constitué d'un ensemble d'anneaux, d'accord, de cartilages, d'anneaux trachéaux. Ensuite, on a les cartilages bronchiques. Vous avez bien compris que ces voies respiratoires, elles doivent rester en permanence ouvertes et perméables à l'air, c'est important. Donc, la béance de ces conduits est assurée par une structure qui est rigide et qui les maintient toujours ouvertes. Ensuite, au niveau de ces voies respiratoires, on a une muqueuse respiratoire qui a différents rôles. Cette muqueuse, elle est très vascularisée, donc elle permet le réchauffement de l'air à son contact. Lorsqu'on va inspirer de l'air, il va être réchauffé grâce à cette muqueuse respiratoire qui est richement vascularisée. On sait que le sang est chaud, donc quand l'air arrive à son contact, on va avoir un réchauffement de l'air. Ensuite, on a des glandes qui permettent d'humidifier cet air. On a ensuite des cils vibratiles qui permettent d'éliminer les poussières inhalées. Et on a également des formations lymphoïdes, c'est au niveau du système immunitaire qui protège contre les bactéries. Vous avez des petites images après. Ce n'est pas très important, les formations lymphoïdes, pour ce cours-là. Ensuite, alors, donc, on a dit, je récapitule, dans ces voies respiratoires, on a la cavité nasale, le pharynx, le larynx, la trachée et l'arbre trachéobronchique, en fait. Donc là, on va voir la cavité nasale. Donc, la cavité nasale, et bien sûr, vous m'arrêtez si vous avez des questions, ou ça va trop vite, vous me dites. Donc, la cavité nasale,
Donc, c'est une cavité qui est unique. On a une seule cavité nasale. C'est important, enfin, ça peut être des petits pièges. Par contre, on a deux fosses nasales. Donc, on a une cavité nasale qui est unique et qui est séparée par le septum nasal médian en deux fosses nasales. Donc, voilà, on a une seule cavité nasale. Cette cavité nasale, elle est là. Elle s'ouvre en avant par les narines, ok, et en arrière par les coanes. Ça, c'est les coanes. Bon, j'ai notre image, sinon. Voilà, donc là, c'est la cavité nasale. Elle s'ouvre en avant par les narines et en arrière, on a les coanes. Bon, là, c'est marqué narine interne. On parle de coanes. OK. Donc, cette cavité nasale, elle s'ouvre en avant par les narines, en arrière par les coanes. Et ces coanes, ils séparent la cavité nasale, ici, du nasopharynx, qui est à ce niveau-là. Le nasopharynx, c'est la partie haute du pharynx. Donc, les coanes séparent la cavité nasale du nasopharynx, qui est la partie haute du pharynx. Donc ça, on l'a vu. On a dit que le septum nasal, il séparait la cavité nasale qui est unique en deux fosses nasales droite et gauche. Et accessoirement, on vous dit que la cavité orale, elle peut suppléer la cavité nasale, mais on n'aura pas de filtration d'air et pas de réchauffement d'air. Donc là, c'est pour vous dire qu'on a les fosses nasales, les coanes, le nasopharynx, et on va voir en fait les trois étages du pharynx. Alors, le pharynx, on vous dit qu'il est appendu à la base du crâne. Normalement, vous avez dû avoir, je pense, le cours sur l'introduction à l'anatomie. On vous a parlé un petit peu des os du crâne. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est la base du crâne, d'accord, qui est formée, bon là, d'une partie, on s'en fout, mais d'une partie de l'os frontal. Là, ici, on a la lame criblée ethmoïde, l'os ethmoïde. On a à ce niveau-là le sphénoïde. Donc ça forme là, ce sont des os qui forment la base du crâne. Et vous voyez que le pharynx, là, il est appendu à la base du crâne. Donc le pharynx, c'est un conduit qui est ouvert en avant. On dit qu'il a une forme de demi-cornée ouvert en avant et il fait communiquer les trois étages du massif facial de haut en bas. Regardez, on a donc ici la cavité nasale qui communique, on a dit, avec le nasopharynx, ici. Ensuite, on a la cavité orale qui communique avec l'oropharynx. L'oropharynx, c'est le carrefour aérodigestif, on va le voir après. Et ici, on a le laryngopharynx. Donc, le pharynx, vous avez compris, il est formé de trois parties. Une partie haute qui communique avec les fosses nasales, le nasopharynx. Une partie moyenne à ce niveau-là, qui communique en avant avec la cavité orale, c'est l'oropharynx. Donc, vous voyez bien qu'il communique en avant avec la cavité orale. On a une partie basse qui communique en avant. Donc, ça, c'est le laryngopharynx. Donc, c'est bien le laryngopharynx qui communique en avant avec le larynx. Ici, on a le larynx. Bon, il n'est pas noté, mais j'ai d'autres images. Donc, voilà, vous avez nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Le laryngopharynx qui communique en avant, on vous l'a mis ici, avec le larynx. Voilà. Donc, on vous dit que la muqueuse pharyngée, elle est, bon, encore une fois, riche en follicules lymphoïdes, les tonsils ou amygdales, vous les voyez là, qui ont un rôle dans le système immunitaire. Mais bon, on s'en fout. Donc, je vous ai dit que l'oropharynx, c'était le carrefour aérodigestif. D'accord? Ici, vous avez représenté, ça c'est un schéma de votre poly, vous avez représenté, en bleu, je vous ai mis les voies aériennes, d'accord? Donc ça, c'est l'air, on a dit, je vous rappelle, qui passe d'abord par la cavité nasale, qui est ouverte en avant par les narines, en arrière par les coanes. Cet air, il passe ensuite par le nasopharynx, ensuite l'oropharynx, ici laryngopharynx, ici larynx, on est au niveau du larynx, mais on va détailler après le larynx. Donc au niveau du larynx ici, et on descend dans la trachée. Donc vous voyez bien déjà que le larynx ici est en continuité avec la trachée. D'accord? Donc je répète, cet air, il va passer par la cavité nasale, ensuite nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, larynx ici et la trachée. OK? Les voies digestives, donc cavité orale, d'accord? Ensuite, oropharynx derrière. Enfin, laryngopharynx et œsophage, d'accord? Donc vous voyez que le pharynx, donc le laryngopharynx, il se continue avec l'œsophage.
Et vous voyez bien du coup que ces deux voies, les voies aériennes et les voies digestives, elles se croisent ici au niveau de l'oropharynx. C'est pour ça qu'on dit que l'oropharynx, c'est un carrefour, c'est le carrefour aérodigestif. Okay, donc déjà, donc vous avez vu que c'est important, le larynx, enfin, les voies, au niveau des voies aériennes, vous avez le larynx qui se continue avec la trachée, tandis que le pharynx se continue avec l'œsophage. Donc là, vous avez, je répète, les voies digestives, en fait. En bleu, les voies respiratoires. Et vous voyez qu'en fait, les voies respiratoires, elles sont en avant des voies digestives, d'accord? Puisque, en fait, on va voir après la trachée, donc, puisque là, on a la trachée qui commence à ce niveau-là. La trachée est en avant de l'œsophage, d'accord? L'œsophage est en arrière de la trachée. Ça, on va le revoir. Donc ça, c'est bon, on l'a vu. Donc là, c'est encore un schéma pour que vous puissiez voir. On a les 3 étages du pharynx. J'ai mis plein de schémas dans ce cours pour que vous puissiez vraiment visualiser. On a le nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Donc, et le pharynx, je répète, se continue avec l'œsophage, d'accord? Tandis que le larynx, lui, se continue avec la trachée. Et vous voyez que la trachée, elle est en avant de l'œsophage. Bon, encore un schéma, c'est toujours pareil, mais c'est pour que voilà, vous puissiez bien voir. Encore la même chose. OK. Donc maintenant, on va passer, si vous n'avez pas de questions, on va passer au larynx. Vous m'arrêtez, je regarde juste dans le chat s'il n'y a pas de questions. Non. OK. Alors le larynx, c'est l'organe de la phonation. OK, donc c'est à ce niveau-là qu'on a les cordes vocales ici, vous les voyez. Bon, on ne parlera pas vraiment de la phonation dans ce cours, puisque c'est vraiment centré sur l'appareil respiratoire, mais voilà, sachez que le larynx, c'est l'organe de la phonation. Il est situé à la partie antérieure du cou, d'accord? On l'a vu là. Pourquoi je ne peux plus bouger mon truc? Voilà. On le voyait là, le larynx. Vous voyez bien qu'il est situé à la partie antérieure du cou. Il était là, là, ok. Donc le larynx, il est situé à la partie antérieure du cou. Et il est en avant, enfin, les parties respiratoires sont en avant des voies digestives. La trachée est en avant de l'œsophage. Bon, je répète pour qu'à la fin, c'est bon, ce soit ancré, limite, vous connaissiez votre cours. Donc, le larynx, c'est l'organe de la phonation. Il est situé au niveau de la partie antérieure du cou. Il est constitué de 5 cartilages qu'on va détailler. Donc, ici, vous avez une vue antérieure du larynx. Donc, vous le regardez de face. Ici, c'est une vue postérieure. Et là, bon, vous avez une vue latérale. Et là, c'est une coupe, en fait, pour voir l'intérieur. Donc, sur la vue antérieure, d'ailleurs, vous voyez que le larynx ici se continue avec la trachée. Ça, c'est des anneaux trachéaux. Donc, le larynx, donc sur une vue antérieure, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'osioïde, d'accord? L'osioïde, il ne fait pas partie du larynx, mais on le représente toujours sur les vues du larynx parce que vous voyez que par le biais de différentes membranes, ça par exemple, c'est la membrane thyroïdienne, enfin, le larynx et l'osioïde sont unis par plein de membranes et tout. Donc, l'osioïde, en vérité, il est indissociable du larynx, d'accord? Mais il ne fait pas partie du larynx. Ce n'est pas un cartilage laryngé. D'ailleurs, c'est un os. Donc voilà, donc l'osioïde ne fait pas partie du larynx. Alors, on le décrit un petit peu. Donc, on voit qu'il a une forme, en fait, on dit de fer à cheval, d'accord? Il est formé d'un corps à ce niveau-là et de 2 grandes cornes, comme ça. Et à l'union du corps et des grandes cornes, on a les petites cornes, d'accord? Bon, ça, c'était pour l'osioïde. Ici, à ce niveau-là, on a le cartilage thyroïde qui est le plus volumineux cartilage du larynx, d'accord? C'est le plus grand cartilage. Ici, on a le cartilage thyroïde. Si vous palpez votre cou, vous sentirez, surtout les garçons, votre pomme d'Adam. En fait, votre pomme d'Adam, c'est quoi? C'est votre cartilage thyroïde, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous met là, le pomme d'Adam, c'est un relief qui est saillant sous la peau. On le sent bien normalement. Donc voilà, cette pomme d'Adam, c'est le cartilage thyroïde. Donc, ce cartilage thyroïde, donc c'est le plus volumineux cartilage du larynx. Il est formé d'une partie supérieure, ici, avec le bord supérieur, qui présente une grande incisure, d'accord? Ici, au niveau latéral, donc on va prendre là, il se continue en haut avec les grandes cornes
du cartilage thyroïde, donc ces cornes, donc ces grandes cornes, bon, c'est pas très important là, dans ce cours-là, c'est pas vraiment beaucoup détaillé, mais voilà, je vous le dis, on a des grandes cornes latérales en haut qui se continuent en bas avec des petites cornes qui sont, vous voyez, beaucoup moins hautes que les grandes cornes, d'accord? Donc, au niveau du bord supérieur, on a dit on a une grande incisure, alors qu'au niveau du bord inférieur du cartilage thyroïde, on a une petite incisure qu'on ne voit même pas ici, mais qui est beaucoup moins marquée que la grande incisure. Donc, en fait, ce cartilage thyroïde, il est formé de 2 lames qui vont s'unir au niveau de la partie médiane ici. Donc, on a 2 lames qui s'unissent à ce niveau-là, au niveau de la partie médiane. Donc, on a vu l'osioïde, le cartilage thyroïde à ce niveau-là. En dessous du cartilage thyroïde, on a le cartilage cricoïde, d'accord? Ce cartilage cricoïde, il a une forme d'anneau, vous le voyez là, d'accord? C'est le seul cartilage du larynx qui est circulaire, d'accord? Ça, c'est important. En fait, c'est vrai, il a vraiment pour rôle de maintenir la filière laryngée toujours ouverte. Donc, ce cartilage cricoïde, il a un arc antérieur et une partie postérieure qui est 2 fois plus haute que la partie antérieure, d'accord? Donc, il a le cartilage cricoïde ici, vous le voyez là aussi, donc en dessous du cartilage thyroïde. Et au niveau de sa partie postérieure, il s'articule avec 2 petits cartilages, les cartilages aryténoïdes, d'accord? Voilà, vous le voyez là, sur du postérieur du larynx. Là, on a le cartilage cricoïde, la partie postérieure, donc cette partie-là, et on a les cartilages aryténoïdes qui sont posés sur la partie postérieure du cartilage cricoïde. Voilà, donc vous voyez que tous ces cartilages, ils sont reliés par des membranes et des ligaments. Donc ici, par exemple, on a la membrane thyroïdienne. Bon, c'est facile à retenir. Entre le cartilage thyroïde et l'osioïde, on a la membrane thyroïdienne. Ici, on a la membrane qui est entre le cartilage thyroïde et entre le cartilage cricoïde. On parle de membrane cricothyroïdienne. Donc ça, c'est pas compliqué. Voilà. Après, on a, qui est très important, on a le cartilage épiglottique, donc l'épiglotte. C'est ça l'épiglotte. Vous la voyez là aussi. Cette épiglotte, on va voir qu'elle a un rôle très important, surtout au niveau de la déglutition. Donc en fait, on dit que c'est un cartilage qui a une forme de feuille. Voilà, bon, vous le voyez. Elle dépasse ici de l'osioïde sur une vue antérieure. Ce cartilage épiglottique, il s'insère en dedans du cartilage thyroïde. Vous le voyez là, on a le cartilage thyroïde avec les cornes, les grandes cornes. Et le cartilage épiglottique, en fait, il s'insère en dedans, à l'intérieur du cartilage thyroïde. Et il dépasse ici, au niveau de la partie supérieure. Donc, on dit qu'il a une forme de feuille. Ce cartilage épiglottique, il forme donc le relief de l'épiglotte, c'est logique. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'épiglotte, elle va basculer vers l'arrière lors de la déglutition. Elle va venir obturer les voies respiratoires pour empêcher que les aliments passent dans la filière respiratoire. Donc, ici, par exemple, vous avez l'épiglotte, d'accord, donc qui est formée ici du cartilage épiglottique, qu'on a vu qui est en forme de feuille à l'instant. Et lors de la déglutition, je vous rappelle qu'ici, on a la partie respiratoire et ici, on a les voies digestives. Donc, lorsqu'on va déglutir, l'épiglotte va venir s'abaisser comme ça. C'est un petit clapet qui va venir obturer ces voies respiratoires pour éviter que les aliments passent au niveau des voies respiratoires et donc des bronches. Donc l'épiglotte, c'est un clapet comme ça qui va venir fermer les voies respiratoires et permettre aux aliments de se diriger vers les voies digestives, donc vers le pharynx et après donc vers l'œsophage, l'estomac, etc. Donc, je vérifie que je vous ai tout dit. Je pense que c'est bon. Alors voilà, on va voir. Alors l'innervation du larynx, elle est assurée par les nerfs laryngés, logique. Les nerfs laryngés supérieurs et inférieurs sont des branches collatérales du nerf vague. Donc si vous retenez ça, c'est bien. L'innervation du larynx, elle est assurée par des nerfs laryngés supérieurs et inférieurs qui sont des branches collatérales du nerf vague. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le nerf vague. Normalement, je ne pense pas, vous n'avez pas encore fait le cours sur le système nerveux. Voilà, je vous ai mis des schémas. Donc là, on a le nerf vague, qui est le nerf 10, qui est issu de la 10e paire crânienne. En fait, on a 12 paires de nerfs crâniens, d'accord? On a 12 nerfs crâniens. Par exemple, le premier nerf crânien, c'est le nerf olfactif.
Le deuxième nerf crânien, c'est le nerf optique. Le troisième, c'est le nerf oculomoteur. Donc voilà, on a 12 nerfs crâniens. Et le 10e nerf crânien, c'est quoi? C'est le nerf vague, qui est également appelé nerf pneumogastrique. D'accord? Donc il est là, le nerf vague, vous le voyez, ici. Et ce nerf vague, il va donner des branches collatérales, en fait, les nerfs laryngés. Donc là, on a le nerf laryngé supérieur qui va donner une branche interne, une branche externe. Et ici, on a le nerf laryngé inférieur. OK? Voilà, donc pour votre culture, on va dire le nerf vague, c'est un nerf qui a une fonction végétative, donc au niveau du système nerveux autonome, qui est très, très, très importante. C'est un nerf qui est vraiment très important, d'accord? Notamment dans la régulation de la digestion, de la fréquence cardiaque, tout ce qui est sécrétion de salive, des suggestifs. C'est un nerf qui est très, très important, ce nerf vague. D'ailleurs, il a tellement de fonctions. À la base, on n'arrivait pas vraiment à distinguer toutes ces fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé nerf vague, parce qu'il avait une fonction qui était vague, quoi, tellement qu'il agit sur plein de systèmes différents. Donc, au niveau de l'appareil cardiovasculaire, digestif, tout ça. Donc, voilà, donc, bon, vous allez le revoir sûrement en système nerveux, mais voilà. Donc là, on a le nerf vague qui donne les nerfs laryngés. Je pense que je vous ai tout dit pour le larynx. Ouais, c'est bon. Bon, là, c'est un schéma. Normalement, vous reconnaissez ce qu'on vient de voir. Ça, c'est les schémas du poly. Ici, on a l'épiglotte, d'accord? Ici, on a l'osioïde, OK? Ici, on a le volumineux cartilage thyroïde, je vous rappelle, qui forme un relief saillant sous la peau, qui forme en fait la pomme d'Adam. Ici, on a la membrane thyroïdienne, OK? Ici, on a le cartilage cricoïde, qui est le seul cartilage laryngé en forme d'anneau. Ici, on a la membrane cricothyroïdienne. Ici, on a les premiers anneaux trachéaux. D'accord? Et vous voyez bien du coup que le larynx, il est en continuité avec la trachée. Je vérifie qu'il n'y ait pas de questions. Non, c'est bon. OK. Donc voilà, ça c'était pour le larynx. On a vu toutes les parties importantes. Pourquoi ça passe? Ah, c'est bon. Donc maintenant, on continue avec la trachée. Alors, la trachée, vous la voyez ici. Okay, donc je vous rappelle qu'elle est en continuité avec le larynx. Cette trachée, vous voyez, en fait, donc elle s'étend de la 6e vertèbre cervicale, ici, à la 5e vertèbre thoracique, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, je répète. Donc elle s'étend de C6 à T5. Au niveau de T5, elle va se bifurquer en 2 branches souches, droite et gauche. D'accord? Donc elle s'étend de C6 à T5. Et au niveau de T5, on a la carène ou carina, qui est en fait la bifurcation de la trachée, qui se divise en 2 branches souches. Okay. Donc la trachée, elle est en bas du larynx. On l'a vu, c'est un conduit en fait qui permet de véhiculer l'air inspiré et expiré. Elle est constituée d'un empilement de cartilage en fer à cheval. Je vous ai mis un petit schéma ici. Donc c'est une coupe en fait transversale de la trachée. Donc ici vous avez un anneau trachéal, d'accord? Donc voilà. Et vous voyez d'ailleurs que, qu'est-ce qu'on voit? En arrière de la trachée, on a l'œsophage, d'accord? Tout ça pour vous rappeler que l'œsophage est en arrière de la trachée. Vous l'avez là aussi. Ici, on a la trachée et en arrière, on a l'œsophage. Donc, on a vu que c'était un empilement de cartilage en fer à cheval. Elle s'étend de C6 à T5, on l'a vu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un organe qui est cervico-thoracique. Elle part donc au niveau cervical de C6 jusqu'à T5. Donc, elle a une projection. Enfin, c'est un organe qui est cervico-thoracique. Alors, ça, c'est important. On voit qu'elle est oblique en bas et en arrière. Vous le voyez bien. Là, c'est la partie antérieure. Là, c'est la partie postérieure. Vous voyez bien qu'elle est oblique ici en bas. Elle se dirige vers l'arrière. D'accord? Donc, à ce niveau-là, elle est superficielle, on va dire. C'est à ce niveau-là qu'on fait des trachéotomies, qu'on a besoin de faire des trachéotomies, puisque vous voyez qu'elle est superficielle. Et après, elle part en arrière. Et elle est devant l'œsophage, je vous le rappelle. On a l'œsophage qui est en arrière. Elle sépare le médiastin antérieur du médiastin postérieur. Normalement, vous avez dû voir un peu ce que c'est ces histoires de médiastin. Donc, on a ici
le médiastin antérieur qui est occupé par le cœur, logique. La gerbe aortique, c'est quoi? Normalement, vous l'avez vu aussi, mais je vous le rappelle, en fait, on a la crosse de l'aorte, qui va donner 3 troncs, d'accord? Le tronc brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavienne gauche. Donc, la crosse de l'aorte, elle va donner 3 troncs, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la gerbe aortique. Et donc, dans ce médiastin antérieur, on a le cœur, la gerbe aortique et le thymus. Le thymus, qui est un organe qui est à ce niveau-là. C'est un organe très important pour le système immunitaire. C'est une glande, en fait, qui va permettre l'éducation, notamment des lymphocytes T. Donc ça, c'est pas dans le cours, voilà, je vous le dis, mais voilà. Donc, on a le médiastin antérieur, vous voyez, qui est en avant de la trachée, parce que la trachée, elle sépare le médiastin antérieur du médiastin postérieur. Dans le médiastin postérieur, on retrouve donc l'œsophage, qui est en arrière de la trachée. On retrouve la trachée, parce qu'on considère que la trachée fait partie du médiastin postérieur. Donc, elle sépare la trachée, le médiastin antérieur du médiastin postérieur, et elle fait partie elle-même du médiastin postérieur. Donc, dans le médiastin postérieur, on retrouve l'œsophage, la trachée, l'aorte thoracique et le conduit thoracique qui permet de drainer en fait la lymphe. Voilà, donc on a le médiastin antérieur constitué de cœur, la gerbe aortique et le thymus. Et en arrière, on a le médiastin postérieur qui est constitué de l'œsophage, de la trachée, de l'aorte thoracique et du conduit thoracique. Je vous ai dit que la trachée se terminait au niveau de T5, d'accord? Elle se bifurque en T5. Et on va avoir donc 2 branches souches, une branche souche droite, une branche souche gauche. Et la branche souche droite, on va voir qu'elle est verticale, tandis que la branche souche gauche, elle est plutôt horizontale. Donc, vous le voyez un petit peu là. Ici, donc, on a la carène, donc la bifurcation de la trachée au niveau de T5. On a ici donc la branche souche droite qui est plutôt verticale et la branche souche gauche, vous voyez, qui a une direction plutôt horizontale, d'accord? J'ai d'autres schémas où on voit peut-être un peu mieux. Ouais, là, vous voyez aussi, la branche souche droite, elle est plutôt verticale, tandis que la branche souche gauche, elle est plutôt horizontale. Et ça a une importance en clinique, parce que lors de l'inhalation de corps étrangers, d'accord, ils vont préférentiellement se localiser au niveau des voies de la branche droite, puisqu'elle est un peu dans la continuité de la trachée, d'accord? Elle suit en fait la direction de la trachée, elle prolonge la direction de la trachée, d'accord? Donc les corps étrangers inhalés vont préférentiellement descendre dans la branche souche droite que la branche souche gauche, puisqu'elle a une direction plutôt horizontale. Donc ils vont tomber, ils ont plus tendance à tomber au niveau de la branche souche droite, d'accord? C'est plutôt logique. Moi, pour m'en rappeler, je me disais, la branche souche droite, elle est droite, genre, elle suit la trachée, donc elle est verticale. Je le retenais comme ça, la branche souche droite, elle est droite. Je le retenais. Ça peut vous aider. Voilà. Donc, ça va trop vite, voilà, vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Je continue. Donc, ça, c'est des petits schémas. Toujours pareil, la trachée ici, en avant de l'œsophage. Donc, en fait, on a vu la trachée se divise au niveau de T5 en 2 branches souches. Et en fait, chaque branche, à ce niveau-là, va continuer à se diviser en branches de plus en plus petites. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a plein de divisions successives pour se terminer par une bronchiole terminale qui va aboutir à l'alvéole pulmonaire. D'accord? Donc, on a les branches qui vont se diviser en succession de branches de plus en plus petites pour aboutir aux bronchioles et au bout, on a les alvéoles. D'accord? Qui permettent les échanges gazeux. Voilà, donc bon, après on parle un peu d'innervation. Ça, c'est un peu dur parce que vous n'avez pas encore fait le système nerveux, mais bon, c'est dans le cours, donc je vous le dis. Lorsqu'on a une activation du système sympathique ou orthosympathique, on va avoir un effet bronchodilatateur des bronches. Voilà, alors que lorsqu'on a le système vagal ou parasympathique qui est activé, on va avoir une bronchoconstriction, donc une fermeture des bronches. Bon, mais ça, vous le reverrez dans le système nerveux. Bon, si vous vous en rappelez, c'est bien. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on vient de voir. On a en haut l'osioïde. Ici, on a donc
le larynx avec le cartilage thyroïde, ici la trachée, d'accord, la carène, donc au niveau de TH5, la bifurcation de la trachée en 2 bronches souches, et après on va voir qu'il y a des segmentations encore de la trachée. Donc toujours pareil, encore un schéma pour que vous puissiez mieux voir. Alors à droite d'ailleurs, vous voyez, ça c'est un peu important, c'est important. La branche souche droite, donc ici, elle va se séparer en 3 branches lobaires, d'accord? Une branche lobaire supérieure en marron, une branche lobaire moyenne, ici en vert clair, et une branche lobaire inférieure en vert foncé. Donc à droite, on a 3 branches lobaires. Vous allez voir après pourquoi je vous dis ça. Tandis qu'à gauche, on a seulement 2 branches lobaires, une branche lobaire supérieure et une branche lobaire inférieure. Donc à droite, 3 branches lobaires, branche lobaire supérieure, branche lobaire moyenne, branche lobaire inférieure, et à gauche, 2 branche lobaire supérieure et branche lobaire inférieure. Ok, donc en fait, on va passer maintenant aux poumons. Alors, les poumons. Alors, c'est ce qu'on a là. Nos poumons, ils sont recouverts d'une séreuse à 2 feuillets, la plèvre. Vous l'avez ici, d'accord? Donc, on vous dit que ces poumons, ils participent au système des voies aérifères, logique, et ils contiennent l'appareil alvéolaire, puisque les alvéoles sont dans les poumons. Ils occupent une grande partie de la cage thoracique. Ici, on a la cage thoracique avec au centre le médiastin. Donc, on a dit le médiastin qui est divisé en médiastin antérieur et en médiastin postérieur. Au niveau du médiastin antérieur, on a le cœur, d'accord? Et donc, dans la cavité thoracique, on a le médiastin et on a les 2 fosses pleuropulmonaires à ce niveau-là qui sont occupées par les poumons, d'accord? Donc, on vous met ici 2 fosses pleuropulmonaires à ce niveau-là qui sont séparées en avant par les organes du médiastin dans le cœur et en arrière par la colonne vertébrale thoracique. Alors ça, on va le voir après, mais c'est important. Les poumons, donc, les poumons sont un organe, en fait, c'est des organes élastiques, en fait. Les poumons, ils sont élastiques et spontanément, ils tendent à se contracter sur eux-mêmes, d'accord? Puisque c'est des organes élastiques, ils tendent à se contracter sur eux-mêmes. Donc ça, c'est pas bon, d'accord? S'ils se contractent, on ne peut plus respirer, ok? On a besoin qu'ils puissent s'expandre comme ça au niveau de la cavité thoracique. Et en fait, on a un espace pleural ici entre les 2 plèvres, entre les 2 feuillets de la plèvre, parce qu'on a ici un feuillet qui est adhérent au poumon. Ici, c'est le feuillet viscéral. Et on a un feuillet qui est plutôt proche de la paroi thoracique, le feuillet pariétal. Et entre ces 2 feuillets, on va le voir après, mais on a l'espace pleural, la cavité pleurale, où règne une pression qui est négative. Et cette pression négative, pourquoi on dit que c'est une pression négative? En fait, parce on a une pression à l'intérieur qui est inférieure à la pression atmosphérique. Okay, et cette pression négative, elle permet aux poumons de s'expandre, d'accord? On vous dit l'espace pleural, ici, donc cette cavité pleurale, le fait qu'il y ait une pression négative à l'intérieur, elle oblige le poumon à occuper tout l'espace disponible dans la fosse pleuropulmonaire. Donc là, c'est des images de poumons, ok, avec les scissures qu'on va détailler. Donc le poumon, on vous dit que c'est un organe qui est rose, qui est souple, qui est élastique, on l'a vu. On dit qu'il a une forme de demi-cône, ok, qui est formée par une base ici inférieure. On vous dit qu'il épouse la convexité de la coupole diaphragmatique, c'est ça. Je vais mettre des images, voilà. Donc ici, on a le muscle diaphragme, qui est le muscle essentiel de la respiration. Et vous voyez que la base du poumon, elle repose sur la coupole diaphragmatique. Ok. Ce qu'on vous met là, la base, la partie inférieure du poumon, elle épouse la convexité de la coupole diaphragmatique. Ensuite, on a un sommet, l'apex du poumon, ici, qui est situé à la base du cou. Vous voyez ici, on a le cou, la base du cou, on a le poumon qui remonte très haut. Donc l'apex du poumon, il dépasse la clavicule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous sentez votre clavicule, le poumon, il dépasse la clavicule, on dit de 2 cm environ. Donc si, bon, plus d'anecdotes qu'on nous disait en cours, si on se prend un coup de couteau au niveau de la base du cou, on a un risque de perforation du poumon tellement qu'il remonte haut. D'accord? Voilà. Donc on a dit, donc on a vu qu'il y a une base inférieure,
un sommet, un apex qui remonte jusqu'à la base du cou, qui dépasse le thorax. On a une face costale qui est antérieure, c'est logique, qui est en rapport avec les côtes. OK, une face antérieure ici, en rapport avec les côtes. Et une face médiale ou médiastinale ici, qui est en rapport avec le médiastin. D'accord. Et au niveau de la face médiale, on a le île pulmonaire où arrivent les bronches principales, les lymphatiques, OK, et les artères et les veines. Donc, au niveau du île, on a les vaisseaux pulmonaires, les bronches et les lymphatiques. J'ai dû mettre une photo, je pense, du île. Voilà, ici à ce niveau-là, au niveau du île pulmonaire, on a les bronches, souches, des veines, des artères, donc des vaisseaux et des lymphatiques. Au niveau de la face médiale, donc du poumon. Voilà, encore des images. OK. Alors, on vous dit que le poumon, c'est un organe qui est segmenté et qui est calqué sur la segmentation bronchique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que la trachée, elle se bifurquait en 3 branches lobaires à droite et 2 branches lobaires à gauche. Donc ici, on a la branche souche qui donne une branche lobaire supérieure, une branche lobaire moyenne, une branche lobaire inférieure. Et à gauche, la branche souche gauche, elle donne une branche lobaire supérieure et une branche lobaire inférieure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette segmentation de la trachée, enfin des bronches, elle va suivre la segmentation des lobes du poumon, d'accord? Donc, puisqu'on a 3 branches lobaires à droite, on aura 3 lobes pulmonaires à droite. Donc, sur le poumon droit, on aura 3 lobes, tandis que sur le poumon gauche, on aura 2 lobes. C'est pour ça, c'est ce que cette phrase vous dit ici. Quand on vous dit le poumon est un organe segmenté, calqué sur la segmentation bronchique, ça veut dire ça. Donc, à droite, on a 3 lobes et à gauche, sur le poumon gauche, on a 2 lobes. Donc, ça, c'est le poumon droit. Ça, c'est le poumon gauche. OK. Donc, ça, c'est une vue latérale du poumon droit. Donc, c'est comme si on regardait. Donc, ça, c'est le poumon droit. Si on met notre œil ici, voilà, c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. OK. Est-ce que j'ai mis d'autres images? Un peu mieux. Voilà, donc ici, si on regarde à ce niveau-là, on a une vue latérale du poumon droit. Donc, vous voyez qu'il y a 3 lobes, alors qu'à gauche, le poumon gauche, si on regarde ici, si on met l'œil à ce niveau-là, on verra qu'il y a 2 lobes. Donc là, on a les vues, voilà, c'est les vues latérales à chaque fois. Donc, vue latérale du poumon droit, 3 lobes, alors que le poumon gauche, il a 2 lobes, d'accord? Donc, on revient sur le schéma du poli. Donc, on a ici le lobe supérieur du poumon droit. Ici, le lobe moyen. Donc, vous voyez que le lobe moyen, il est antérieur parce qu'ici, c'est le bord antérieur. Vous avez les orientations là, je ne sais pas si vous savez les lire. Bon, là, on a la partie haute et ici, on a la partie antérieure, avant. Donc, ici, on a le bord antérieur du poumon droit et ici, on a le bord postérieur. Donc, ici, on a le lobe supérieur du poumon droit. Ici, on a le lobe moyen du poumon droit. Et ici, on a le lobe inférieur du poumon droit. Et vous voyez, le lobe inférieur, en fait, il remonte très haut. Okay, plus haut, en fait, que le lobe moyen. Okay, donc ici, on a l'apex du poumon, je vous rappelle, qui remonte jusqu'à la base du cou. Ici, en œuf, donc vous voyez que le poumon droit, il a 3 lobes qui sont séparés du coup par des scissures ou des fissures. C'est la même chose, c'est ce qu'on vous met là. Le poumon droit, donc, il a 3 lobes, supérieur, moyen, inférieur. Ces lobes, ils sont séparés par des fissures. On a ici la fissure oblique, qui est également appelée grande fissure. OK. Et ici, on a la fissure horizontale, qui est également appelée petite scissure. Donc, grande scissure, petite scissure. Ici, donc, la fissure oblique ou grande scissure. Et ici, la petite scissure ou fissure horizontale. Et là, je répète, lobe supérieur, lobe moyen, lobe inférieur pour le poumon droit. Ici, au niveau du poumon gauche, on n'a qu'une seule scissure puisqu'on a seulement 2 lobes. Okay, lobe supérieur, lobe inférieur. Et donc, celle-ci, c'est la fissure oblique, comme celle-ci, la fissure oblique. OK. Il n'y a pas de questions. Je regarde dans le chat. Non. OK. Donc, je pense que je vous ai tout dit là. Important sur cette diapo.
Ok, ça on a vu. Là, c'est encore des images pour que vous puissiez voir. Lobe supérieur, lobe moyen, lobe inférieur à droite, qui sont représentés là sur une vue latérale. C'est la même vue qu'on vient de faire. Ok, cette vue ici, latérale du poumon droit, c'était la même chose que cette vue-là. Ok. Donc, maintenant, on passe à l'appareil alvéolaire dans le poumon. Donc, on vous dit le poumon est constitué d'une juxtaposition de petites masses polyédriques, les lobules pulmonaires. Donc, c'est ce qu'on a là. Ça, cette petite masse polyédrique, c'est un lobule pulmonaire. Et on vous dit que c'est l'unité fonctionnelle et anatomique du poumon dans lesquels on retrouve les sacs alvéolaires. D'accord? Ces lobules, ils sont appendus, on vous dit, au bronchiole terminal. Donc, je vous rappelle que on a, bon, c'est rien que je vous remontre, je pense que vous vous rappelez, on a les bronches qui vont se diviser en bronches de plus en plus petites pour se terminer avec une bronchiole terminale qui est là. Donc, on vous dit les lobules sont appendus au bronchiole terminal, ici. Donc, vous voyez bien la bronchiole terminale. Et ils sont séparés, les lobules pulmonaires, par des cloisons, on vous dit conjonctives et élastiques. Ok, donc dans ces lobules pulmonaires, on retrouve les alvéoles, d'accord? On vous dit qu'ils sont constitués d'un épithélium très mince en contact avec les capillaires, d'accord? Ce qui forme la barrière alvéolo-capillaire au sein de laquelle se font les échanges gazeux. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a les bronchioles qui vont se diviser. Tout au bout des bronchioles, on va avoir les alvéoles pulmonaires, d'accord? Au sein desquels, on a vu tout à l'heure, se font les échanges gazeux. Ici, en deux, enfin, ce que vous voyez ici, c'est l'artère pulmonaire, je vous rappelle, qui véhicule le sang qui est désoxygéné, qui est pauvre en oxygène. Ce sang qui est pauvre en oxygène, il arrive ici au niveau des alvéoles, où justement, il va se faire oxygéner par le biais de l'inspiration. On va inspirer du dioxygène qui va passer dans les voies respiratoires, qui va passer tout au bout au niveau des alvéoles. Le dioxygène, il va venir ici, il va venir donc oxygéner le sang qui était de base pauvre en oxygène. Et au niveau de l'expiration, on va également rejeter le CO2, d'accord, vers l'extérieur. Donc ce sang, je rappelle qu'il était pauvre en oxygène, il va venir se charger en dioxygène et ensuite, il va se drainer au niveau des veines ici. Donc le sang qui est riche en oxygène grâce aux alvéoles, il va venir se drainer ici au niveau des veines périalvéolaires qui sont en périphérie des alvéoles en fait. Donc ce sang du coup, il est riche en oxygène et il va ensuite se drainer, d'accord, au niveau des veines pulmonaires. D'accord, vous vous rappelez que les veines pulmonaires, elles ramènent le sang qui est riche en oxygène au niveau du cœur gauche. C'est des petits schémas qu'on a vu tout à l'heure. Donc les poumons, on a dit que chaque poumon, on l'a vu, est entouré par une séreuse à double feuillet, la plèvre, un peu comme le cœur qui était entouré du péricarde, les poumons, ils sont entourés de la plèvre. D'accord? Donc on a dit que cette plèvre, elle avait un double feuillet. On voit ici le feuillet viscéral qui est adhérent en fait au poumon comme ça. Donc cette plèvre, enfin, on vous dit qu'entre les deux plèvres, donc la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, on a un espace qui est virtuel. Pourquoi virtuel? Parce que c'est un espace de glissement, ok? On vous dit qu'il n'y a pas de cavité pleurale à l'état physiologique. On va voir que lorsqu'il existera une cavité pleurale, ce sera en état pathologique, notamment le pneumothorax. Donc en fait, au sein de cette cavité pleurale, on a une pression, on a vu, qui est négative parce qu'en fait, on a une pression qui est inférieure à la pression atmosphérique. Vous avez des petits moins là pour vous dire que la pression à l'intérieur, elle est négative. Donc on a une pression qui est inférieure à la pression atmosphérique qui permet aux poumons de s'expandre, on a dit. Cette pression devenait positive, d'accord? Le poumon aurait tendance à se rétracter comme ça autour de son île. Vous avez des petites flèches pour vous dire il se rétracterait comme ça au niveau de son île. Donc, on a deux feuillets de la plèvre. Ces deux feuillets, ils se réunissent. Donc, le feuillet viscéral qui est adhérent au poumon et le feuillet pariétal qui est plutôt adhérent au niveau de la paroi costale. Ces deux feuillets,
ils se réunissent au niveau du île pulmonaire. Ici, vous vous rappelez, le île, c'est au niveau de la partie médiale du poumon, au niveau de la face médiastinale, où les vaisseaux, on a ici les bronches qui vont venir avec les vaisseaux, et lymphatiques, tout ça. Et donc, ces deux feuillets se réunissent au niveau du île pulmonaire. OK ? Donc là, on a la plèvre viscérale, on vous dit qui est adhérente au poumon et qui s'enfonce même dans les scissures lobaires, d'accord ? C'est représenté en vert, la plèvre viscérale. Et on a ici la plèvre pariétale en bleu foncé, on vous dit qu'il tapisse la paroi thoracique, vous voyez aussi sur ce schéma. On a ici le poumon, la plèvre viscérale qui est vraiment adhérente au poumon, tandis que la plèvre pariétale, elle tapisse plutôt la paroi thoracique. Donc elle tapisse la paroi interne de la paroi thoracique, également la partie supérieure du diaphragme et la face latérale du médiastin. OK ? Donc, j'ai d'autres schémas. Vous m'entendez toujours? Parce que je crois qu'il y a un problème de connexion. Non, c'est bon. Bon. Donc, cette plèvre, je vais vous montrer d'autres schémas. Bon, ici, bon, ça, je verrai après. Bon, vous voyez ici aussi, on a ce qui est très adhérent au poumon en noir, la plèvre viscérale. Et un peu plus loin, on a la plèvre pariétale qui tapisse la paroi interne de la paroi thoracique, la paroi supérieure, enfin la partie supérieure de la coupole diaphragmatique et la face latérale du médiastin à ce niveau-là. Bon, on vous dit qu'elle dépasse l'orifice supérieur du thorax pour former le dôme pleural. Et la plèvre pariétale, elle dessine ici, on le voit ici aussi, un profond cul-de-sac, ici, le récessus costo diaphragmatique. Ici. Et on vous dit que ce cul-de-sac, enfin dans ce cul-de-sac, d'autres images peut-être. Non. Bon, c'est pas grave. On vous dit que même dans les inspirations les plus profondes, le poumon n'atteint jamais ce cul-de-sac. Voilà. Donc, c'est un cul-de-sac qui est formé par la plèvre pariétale. Donc, je vous ai dit qu'au sein de cette cavité pleurale, la pression était négative, la pression était inférieure à la pression atmosphérique. D'accord ? Si, pour plein de raisons possibles, un traumatisme, pour plein de raisons possibles, on a de l'air, par exemple, si on se prend par exemple un coup de couteau, si on a de l'air qui rentre au sein de la cavité pleurale, on aura ce qu'on appelle un pneumothorax, d'accord ? Que je vous ai mis là. Ça ne tombera pas au concours, ça, mais bon, je vous le mets pour que vous puissiez un peu comprendre. On vous le cite juste, le pneumothorax. Donc, un pneumothorax, c'est la présence d'air dans la cavité pleurale, ici, et du coup, la pression de base qui était négative, elle va devenir positive, d'accord ? On a une augmentation de la pression dans la cavité, du coup, le poumon, il va se rétracter au niveau de son île. Bon, ça, c'est une radio d'un pneumothorax, mais on s'en fout. Voilà, donc ça, c'est une image du poumon. On a ce qu'on a vu, les différentes fissures, les différents lobes. À droite, lobe supérieur, moyen, inférieur. À gauche, on a seulement 2 lobes. Ici, on va voir maintenant le diaphragme, qui est le muscle essentiel de l'inspiration. Ici, on a la trachée, bon, qui se bifurque en T5 pour donner les 2 branches souches, droite et gauche. Ici, on a l'apex du poumon au niveau de la base du cou. Bon, tout ça, on l'a vu, c'est des petits rappels. Bon, ici, on a le thorax osseux avec le sternum en avant, les différentes côtes. Et ici, on a le diaphragme. Okay. Maintenant, on va passer aux muscles. C'est presque fini. Alors, les muscles qui sont responsables, on vous dit, des flux gazeux en modifiant le volume de la cavité thoracique. Parce qu'en fait, le poumon, il est solidaire de la paroi thoracique et l'augmentation du volume de la paroi thoracique va augmenter une augmentation du volume du poumon, d'où on vous dit l'appel d'air dans ce dernier, l'inspiration. En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on va le voir après, je finis cette diapo et on va le voir après. Donc, dans les muscles inspirateurs, à retenir, on a le diaphragme, c'est le plus important, qui est innervé par le nerf phrénique, qui est le muscle. Donc, le diaphragme, c'est le muscle inspirateur principal, et il est innervé par le nerf phrénique. On vous dit sa contraction abaisse chaque coupole sous la commande du nerf phrénique, ce qui suffit à expandre le parenchyme pulmonaire. Donc, c'est ce qu'on vous disait un peu là. En fait,
lors de l'inspiration, on a un abaissement de la coupole diaphragmatique. Et puisque le poumon est solidaire de la paroi thoracique, si le diaphragme descend, quand il se contracte, il descend, il s'abaisse, le poumon va s'expandre et suivre en fait l'augmentation de la cavité thoracique. Donc, quand la cavité thoracique augmente, le poumon aussi se dilate, en fait, se détend, s'expand. Et donc, on va avoir un appel d'air, donc l'inspiration. Donc, le diaphragme, quand il se contracte, il s'abaisse et donc le volume du poumon augmente. Tandis que lorsque le diaphragme se détend, lorsqu'il remonte, on expire, d'accord, le poumon se rétrécit. Donc, quand le diaphragme se contracte, il s'abaisse, c'est l'inspiration, d'accord. La cavité thoracique augmente, donc le poumon augmente de volume, on a un appel d'air, d'accord. On inspire, alors que lorsque le diaphragme ici, qui est ici, se détend, on expire, puisque le diaphragme remonte, et donc le poumon, on a l'air, en fait, de l'air qui sort. Okay. Donc là, c'est le même schéma. Donc, au niveau de l'inspiration, le diaphragme se contracte, d'accord. C'est un système comme un système de piston. En fait, le diaphragme, il descend, la coupole diaphragmatique s'abaisse, donc la cavité thoracique augmente de volume et le poumon est solidaire de cette paroi thoracique. Donc, on va avoir de l'air, on va avoir un appel d'air, donc inspiration. Et l'expiration, en fait, ça correspond au relâchement du diaphragme. Alors, il y a une question, la trachée. Ben, en fait, donc il y a une question au niveau de la trachée. Bon, je finis juste ça et on va reprendre. Donc, du coup, je pense que vous avez compris. Lorsque la coupole diaphragmatique s'abaisse ici, inspiration. Et lorsqu'elle se relâche, expiration. Voilà. Donc, le diaphragme, c'est le muscle inspirateur principal. C'est vraiment le plus important à retenir. Et les muscles expirateurs, ils ne sont pas très importants. Je vous dis qu'ils sont accessoires. Ils interviennent surtout lors d'une expiration forcée. Voilà. Et l'inspiration, ça correspond à un phénomène qui est actif, puisque c'est la contraction du diaphragme. Le diaphragme se contracte, la coupole diaphragmatique s'abaisse, et donc on a de l'air qui rentre dans le poumon. Alors, donc ça, c'est l'inspiration, c'est un phénomène actif, puisque ça fait intervenir la contraction du diaphragme, alors que l'expiration, c'est un phénomène, on dit, qui est passif, puisque ça correspond seulement au relâchement en fait, du diaphragme. Le diaphragme se détend. Donc, c'est un phénomène, on dit, qui est passif. Et pour la question sur la trachée, ben, en fait, je dois avoir un schéma. En fait, la trachée, donc on a la trachée qui se bifurque au niveau de T5, on a dit, qui va donner deux branches souches droite et gauche qui vont donner une succession de petites branches, en fait, à chaque fois. J'ai un schéma carré, voilà. Donc, ici, on a au niveau de l'intérieur du poumon. Le poumon, il est formé d'alvéoles. Et en fait, les alvéoles, c'est quoi? C'est ici, on a les branches qui vont se diviser en branches de plus en plus petites, qui vont donner on a des branches, après, des branches souches qui vont donner des branches des branches lobaires, ensuite des branches segmentaires, etc. Et à la fin, tout au bout des branches, des bronchioles, on a les alvéoles pulmonaires. D'accord. Donc tout ça, c'est en continuité en fait. Et ça, c'est l'intérieur du poumon. La trachée, comme ça, si tu veux, elle rentre dans le poumon. Ça, c'est. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres schémas. Voilà, c'est l'intérieur du poumon. D'accord. Donc la trachée, au niveau de TH5, elle se divise et elle rentre, en fait, si tu veux, dans le parenchyme pulmonaire. Enfin, tout ça, c'est les alvéoles. Je ne sais pas si ça répond à ta question, en fait. Enfin voilà, ça rentre au niveau du hile pulmonaire. Ici, on a le hile pulmonaire et on a les deux branches souches qui arrivent dans le poumon. Voilà, qui rentrent à l'intérieur du poumon. Et ça se divise en plein de petites bronchioles. Et tout au bout, on a les alvéoles. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est clair ou pas cette question sur la trachée? Au final, la trachée, ici, elle rentre au niveau du hile pulmonaire. Ici, tu as un schéma. Ben, le hile, c'est ça en fait. Attends. Voilà, ici, on a le poumon et le hile, c'est ce niveau-là. Un hile, c'est un endroit, en fait, c'est ça.
c'est un endroit au niveau du poumon où il y a tout qui va venir s'aboucher. Donc, tu as les bronches, c'est cette partie-là, le île. Donc, on a les bronches souches qui vont venir, qui vont rentrer en quelque sorte dans le poumon. On a les vaisseaux, ici, qui vont s'aboucher dans le poumon. Et on a des nœuds lymphatiques. Bon. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est ça, le île. C'est l'endroit où les bronches et les vaisseaux vont rentrer dans le poumon. OK, c'est ça. Ça, c'est le île pulmonaire. Voilà. Bon, tant mieux si c'est clair. Si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas. Là, on a terminé. On va passer au QCM. Alors, n'hésitez pas en fait à participer. Je vous laisse 30 secondes. Vous lisez la question et on corrige. Ouais, sur le nasopharynx, c'est vrai. Bon, alors, on va corriger. On vous dit l'appareil respiratoire et le siège de l'hématose. Vous mettez vrai ou vous mettez faux? C'est facile, hein? Vrai. Ouais, c'est vrai. Le larynx se situe au-dessus du pharynx. Faux. C'est faux, ok. La muqueuse respiratoire permet de refroidir l'air. Faux. C'est faux, c'est de réchauffer l'air. Le pharynx présente 3 étages. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. La cavité nasale s'ouvre en avant à l'extérieur par les narines et en arrière par les choanes sur le nasopharynx. C'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est ça. Je vous ai remis le schéma. Donc, réponse ADE, c'était bien ça. Le pharynx, il est au-dessus du larynx et la muqueuse, elle permet de réchauffer l'air. 1 se ferme pendant la déglutition. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Oh. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas enlevé son micro. Donc, c'est vrai. 1, c'est le cartilage épiglottique. Je vous rappelle qu'en fait, c'est une sorte de clapet qui va venir obturer les voies aériennes. 8 est le cartilage cricoïde. C'est vrai ou c'est faux? Faux. C'est faux. Le cartilage cricoïde, c'est 7. 8, c'est un anneau trachéal. 5 est le cartilage thyroïde. Vous mettez quoi? Bon, 5, c'est vrai, c'est le cartilage thyroïde. Ouais, c'est ça. 2 est l'osioïde. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Ouais, c'est ça, c'est l'osioïde. 5 forme un relief saillant sous la peau. Oui, oui. C'est vrai, c'est la pomme d'Adam. Ouais. Ok. La trachée s'étend de la 6e vertèbre cervicale à la 5e vertèbre thoracique. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Le larynx possède une innervation motrice provenant du nerf phrénique. Ça, c'est un peu dur. C'est faux, c'est les nerfs laryngés. Le nerf phrénique, il innerve le diaphragme. Le corps étranger inhalé se dirige préférentiellement vers le poumon gauche. Non, vers le droit. Le poumon droit, c'est ça. L'innervation, ça c'est un peu dur, sympathique est responsable d'une bronchodilatation. Ça c'est un peu dur. C'est vrai. À l'état physiologique, la cavité pleurale est virtuelle. Oui. C'est vrai. Exactement. Cet organe est le poumon gauche. Faux. C'est faux, c'est le poumon droit puisqu'il a 3 lobes et que le poumon gauche avait seulement 2 lobes. Cet organe est souple et élastique. Oui. C'est vrai. La face médiale de cet organe présente le île pulmonaire. Oui. C'est vrai. 7 est le lobe moyen. Faux. C'est faux, c'est le lobe inférieur. 9 est la grande fissure oblique. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est bien. Maintenant, les annales du concours. Alors, la trachée fait suite au pharynx. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux, la trachée, elle fait suite au larynx. D'accord? Oui. C'est l'œsophage qui fait suite au pharynx. La trachée s'étend de la 6e vertèbre cervicale à la 5e vertèbre thoracique. Oui. C'est vrai. C'est vrai. La trachée représente la limite entre le médiastin postérieur et le médiastin antérieur. C'est vrai. C'est vrai.
Elle est située en avant de l'œsophage thoracique. C'est vrai. C'est vrai. Elle est oblique en bas et en arrière. Non. Non. C'est vrai. Elle est bien oblique en bas et en arrière. Vous le voyez, on l'a dit tout à l'heure. Je vais vous montrer le schéma. C'est un peu loin dans le cours. Ok, c'était la première diapo en fait. Alors voilà, ici la trachée, vous voyez qu'elle est oblique en bas et en arrière. Ok. Au début, elle est superficielle au niveau du cou et ensuite elle est profonde dans le médiastin postérieur. Ok. Donc ça, on a fait tout ça. C'est bon. Donc ça, on l'a fait, c'est bon. Ensuite, encore concours, le poumon présente un sommet situé à la base du cou. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Repose par sa base sur la coupole diaphragmatique. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Présente le île sur sa face médiale. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est un organe segmenté. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Le poumon droit présente 2 fissures et 3 lobes. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Encore concours. Sur cette représentation de l'arbre trachéobronchique, l'élément indiqué par la flèche numéro 1 est un cartilage entrant dans la constitution du larynx. C'est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est le cartilage thyroïde. Ah ben mince. Numéro 1 est le cartilage thyroïde. Bon, mais du coup, je l'ai dit la Oui. réponse, c'est vrai. Numéro 2 est un organe cervico-thoracique. Oui. 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 Oui, c'est vrai. 2, c'est la trachée. Elle s'étend de Ouais. C6 à T5, donc c'est bien un organe qui est cervico-thoracique. 3 est la caréna ou carina. Oui. C'est vrai, c'est la bifurcation de la trachée au niveau de TH5. Et numéro 5, donc ça ici, prolonge la direction de la trachée. Non. C'est faux, ce serait plutôt la branche souche droite, d'accord, qui prolonge la direction de la trachée. Encore, il y en a le concours. Numéro 1, sépare le médiastin antérieur du médiastin postérieur. C'est vrai. C'est Oui. vrai, c'est la trachée. Oui, ça se répète beaucoup. Hein. C'est toujours la même chose qui tombe. Numéro 2 est le sternum. Oui. Vrai. C'est vrai. Numéro 3 est un muscle inspirateur. C'est vrai. C'est vrai, c'est le diaphragme. 4 contient le foie. Oui. Bon, ça, c'est un peu dur, vous n'avez pas encore fait l'appareil digestif, mais c'est vrai. 4, c'est la cavité abdominale, elle contient bien le foie. 5 est le médiastin postérieur. C'est faux. Enfin, Non, si. c'est vrai. 5, Oui. c'est le médiastin postérieur. Ici, on a la trachée qui sépare le médiastin antérieur du médiastin postérieur. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment. Je regarde s'il n'y a pas des questions au niveau des messages écrits. Non. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à revoir le cours pour ne pas oublier ce qu'on vient de voir. Ah, je vois qu'il y a peut-être une question. Ah, bon, ben, pas de question. C'est super. N'hésitez pas donc à m'envoyer des messages si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et voilà, reprenez bien le cours. Comme ça, vous n'oubliez pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme ça, vous gardez un peu votre avance pour l'année prochaine. Voilà. Un bon après-midi. Et ben, donc il n'y a pas de questions. Super. Bon, ben, je suis contente si ça vous a aidé. Bonne journée à vous aussi. Et je vous mets le diapo sur le groupe. Voilà. Pour que vous puissiez le revoir. Bon, super.